Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce lundi 5 décembre. Invités, informations pratiques tout près de chez vous, rencontres, météo et reportages. Avec tout d'abord la récompense de prestige décernée à Düsseldorf au prince souverain pour son engagement en matière d'environnement avec le prix allemand du développement durable. Le prince Albert II qui a assisté hier à la traditionnelle messe de la Sainte-Barbe à l'église Saint-Nicolas. La religion et la science au sommaire d'un éternel débat, mais toujours passionnant, demain soir au diocèse de Monaco, sur le thème du créationnisme. Adam et Ève ont-ils existé? Sont-ils nos premiers parents? Jacques Arnoux, historien des sciences et théologien, nous livrera ce soir le fruit de ses réflexions quant à l'apparition de l'homme dans l'univers. Et puis dans notre économie au quotidien, nous vous présenterons ce soir une toute nouvelle application, Your Monaco, destinée à vous faciliter la vie de tous les jours. Et puis comme tous les lundis, nous ouvrirons dans un instant une grande page sport avec notamment la performance de Manon Poyard, vice-championne du monde des 25-29 ans dans une discipline en plein essor, la Spartan Race. Rencontre également au sommet avec des dieux du stade honorés ce soir au World Athletics Awards. Parmi les nommés au titre de meilleur athlète mondial de l'année, le perchiste qui tutoie les étoiles, Mondo Duplantis, avec un record du monde, on le rappelle, à 6,21 m en extérieur. Et puis l'incroyable Sydney McLaughlin, championne d'exception sur 400 mètres. Nous terminerons ce journal en musique avec le très beau récital donné hier à l'Auditorium Régnier 3 par Arkady Volodos. Mais sans plus tarder, direction l'Allemagne, où le souverain a reçu à Düsseldorf le prix allemand du développement durable en présence du chancelier Olaf Scholz. Un événement annuel qui récompense des personnalités et des organisations pour leur engagement en faveur de l'écologie. Vanessa Dessy et Thomas Deus étaient sur place. Düsseldorf est situé à l'ouest de l'Allemagne. C'est une ville qui crée véritablement la tendance. Ici, tous les univers se côtoient, la mode, la culture, l'art de vivre, mais surtout l'environnement. L'Allemagne est sensible à l'écologie. Le pays est engagé dans une transition écologique avec des constructions passives, des écoquartiers et une forte croissance des énergies renouvelables. Et c'est ici que le concours du 15e prix allemand du développement durable s'est déroulé. Lors de ce congrès, des experts issus des domaines de la politique, des affaires et de la recherche ont donné des conférences. Devenue une référence au niveau européen, cette soirée aura surtout permis de distinguer de nombreuses initiatives innovantes visant à la transformation de la société pour un avenir durable. Cette année, la biologiste allemande spécialiste dans la recherche polaire et marine, Antje Biotus, a officiellement remis le prix au prince Albert II en présence du chancelier Olaf Scholz. This is a famous German event about sustainability. And we are very happy to find people all over the world that are heroes and deserve such an award. Well, he is very special in all he does for the unseen life, the unseen regions, and his foundation, of course, one of the largest and most important ones to protect nature, protect the life we love. For that, he gets that award, and especially for his voice that he raises all the time on behalf of, for example, the red coral, the monk seal and the various regions on Earth that need our help. Ce prix récompense la contribution exceptionnelle du souverain et de la Fondation Prince Albert II pour toutes ses actions menées en faveur de la transition écologique. Ce prix revêt ainsi une signification particulière pour la principauté précurseur en la matière. Je suis vraiment très heureux parce que ce n'est pas uniquement pour moi, c'est pour les équipes de la Fondation, c'est pour tous ceux qui à longueur d'année nous aident, que ce soit les scientifiques, que ce soit les autres organisations qui sont partenaires avec nous, que ce soit aussi les autres leaders politiques qui ont adhéré à notre projet, à nos idées. Mais c'est aussi, voilà, je crois, une très très belle reconnaissance sur ce que fait la Fondation, sur ce qu'elle essaye de faire à travers le monde. Ce 15e prix du développement durable ici en Allemagne aura permis de soulever différentes questions. Près de 130 experts de haut niveau ont pu réaffirmer leur volonté d'avancer vers une planète plus propre. Le prince Albert II qui a assisté hier à l'église Saint-Nicolas à la traditionnelle messe de la Sainte-Barbe, la sainte patronne du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, en présence de plusieurs personnalités.
Le ministre d'État vient de lancer officiellement l'application mobile Your Monaco, créée dans le cadre du programme Extended Monaco. Cette nouvelle solution disponible gratuitement sur smartphone centralise les informations pratiques relatives à la vie de la principauté en temps réel. Voici les explications de Fabien Bonilla, accompagné de Lionel Bernardi. Les transports en commun, la circulation, les services de proximité, les données environnementales, les signalements d'incidents, la météo, les événements et activités à venir ou encore les horaires des séances de cinéma et bien d'autres choses encore. Your Monaco est une mine d'informations. Cette application est le fruit d'une collaboration entre l'ensemble des départements du gouvernement, la délégation interministérielle chargée de la transition numérique, plusieurs délégataires de services publics et de nombreux partenaires privés. L'objectif, dynamiser l'attractivité du territoire et renforcer l'interactivité avec la population. Ça s'appelle Your Monaco parce que ça va vraiment permettre de contextualiser votre expérience de la principauté grâce notamment à une première page sous forme d'un tableau de bord qui est hautement paramétrable sur lequel je vais pouvoir choisir des services parmi tout un catalogue de services. Par exemple, je vais pouvoir mettre le menu de la cantine de mes enfants. Je vais pouvoir également choisir mon parking favori et avoir en temps réel le nombre de places disponibles. Ma station Monabike. Pour un travailleur de la principauté, il peut choisir de mettre son trajet domicile-travail et il a le temps, en temps réel, de trajet. Une multitude d'applications en une, Your Monaco est disponible en français, en anglais et en italien. C'est une application pour ceux qui vivent la principauté en semaine, le soir, le week-end. Elle s'adresse donc à tous les monégasques, aux résidents, mais aussi aux travailleurs de la principauté et aux habitants des communes limitrophes. Your Monaco, la nouvelle application évolutive qui facilite le quotidien à Monaco. Pour l'obtenir, rien de plus simple, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Your Monaco depuis votre smartphone. Les sports et un changement à la tête de la direction sportive de l'AS Monaco Football Club. En lieu et place d'Emmanuel De Witt, c'est le Belge Ben Lambrecht, en provenance du Cercle de Bruges, le club filial, qui arrive en principauté en qualité de directeur général, et ce dans le cadre d'une synergie globale entre les deux clubs. Et puis comment ne pas s'arrêter ce soir sur la performance de haut niveau réalisée par Manon Poyard, sacrée dans le désert émirati d'Abu Dhabi, vice-championne du monde dans la catégorie 25-29 ans, une discipline terriblement exigeante qu'est la Spartan Race, 21 km de course à pied et pas moins de 33 obstacles et non des moindres à franchir. Ce soir, au Cyclub Méridien de Monaco, se tiendra la remise des World Athletics Awards, une cérémonie qui récompense la et le meilleur athlète international de l'année déroulée, toutes disciplines confondues. Plus d'1 million de votes ont été enregistrés cette année pour 10 nominés, parmi lesquels le perchiste suédois Armand Duplantis, qui plane désormais à plus de 6,21 m, et la sprinteuse américaine, championne olympique et championne du monde du 400 mètres haies, Sydney McLaughlin, deux grandes étoiles du sport qu'a rencontré pour vous Anaïs Riu. Oh, I'm super excited and grateful. Yeah, this is an award that, like you said, this is my first time being nominated for. So I'm just really excited to be amongst so many amazing athletes and just being here, having my season recognized. I'm just super grateful for the opportunity. I would say thank you so much. Thank you for loving our sport. Thank you for just recognizing what we're trying to do. And I truly do appreciate all your support because it means so much to me. And I love being able to put on for track and field all over the world. So wherever you are, I truly just want to say thank you. I think my favorite moment is just after the 400 hurdles, being able to go hug my family and just celebrate with them. They weren't able to come to Tokyo, but being able to celebrate in Eugene on home soil, that was probably the most special moment for sure. I think my biggest dream is just to continue improving upon myself and beating my own times and progressing as an athlete, as a woman, and just being able to represent God and my family very well. So those are my goals, my dreams, and whatever happens on the track, I hope it's just a good representation of those. Det betyder jättemycket faktiskt. Och, i 2020, jag vann priset, årets friidrottare. Och det kändes som med covid och allting, och vi hade ingen riktig gala och de bara skickade priset till huset. Det var inte det kändes som det var inte en riktig pris. Min fjärde gången tror jag att vara i Monaco. Så jag har varit till det här prisutdelning 2 gånger. Det är en jättefin stan och jag hoppas att jag kan hoppa här nästa år också, för att det är alltid kul och speciellt att vara här.
En rugby à 7, l'aventure de nos Impies s'est malheureusement terminée aux portes des demi-finales du tournoi Open de l'Emirates Dubai Sevens. Les Monégasques se sont fait surprendre en quart de finale par les Sud-Africains des White Dogs. Reportage de nos envoyés spéciaux Sylvain Péroumal et Émilie Rousseau. La déception peut se lire sur les visages. Ils ne s'attendaient pas à cela, eux qui rêvaient de remporter enfin ce trophée tant convoité. Après une série de 3 victoires et une première place assurée dans leur poule, les Impies s'étaient qualifiés aisément pour le tour suivant du tournoi Open de l'Emirates Dubai Seven. Mais samedi, leur aventure s'est brusquement arrêtée en quart de finale. Opposés aux Sud-Africains des Wild Dogs, les Monégasques n'ont pas réussi à trouver la faille. Ils s'inclinent 26-19. C'est une déception parce que on ne s'y attendait pas. Après, c'était malheureusement un peu à prévoir. C'est ce jeu-là. On a eu, entre guillemets, la mauvaise chance d'avoir des matchs faciles, les 3 premiers matchs. Et par expérience, je savais que le niveau il allait changer à un moment donné et qu'on allait, entre guillemets, se faire surprendre. Et voilà, ce qui aurait été important, c'est de réagir à la surprise. On a perdu tous les combats, quoi. On a perdu les combats aériens, on a perdu les combats au sol. Là, c'est du rugby, quand on perd le combat, c'est compliqué d'exister. Sur le papier pourtant, l'équipe des Impies était plus que séduisante, mais cela n'aura pas suffi pour accéder aux demi-finales. À l'initiative de ce projet et présent à Dubaï, Gareth Whitstock a tenu à saluer les joueurs. I'm very, very proud of the guys. What they put in this team, it was amazing. They shouldn't be disappointed. I'm not disappointed. I'm very proud of the team. We're going to come back bigger and stronger next year. As I said, it's not about winning or losing. It's about the values of this game. Discipline, solidarity, and most of all, respect. And the team is very respectful. They respect each other. I'm more than happy with the result. We did want to bring the trophy home from Monaco, and unfortunately, it was not the case. But next year, we will bring the trophy home. Les valeurs du rugby, c'est sur cela que reposent les bases de cette équipe des Impies. Une équipe particulière, composée de jeunes joueurs monégasques venus apprendre auprès des internationaux. Une équipe soutenue par la Fondation Princesse Charlène. Une équipe qui espère un jour enfin soulever un trophée pour Monaco à Dubaï. 5 jours après la victoire sur le parquet de l'Asvel en Euroleague, la Roca Team va retrouver demain soir les champions de France en titre à la salle Gaston Médecin, à la maison cette fois en championnat. Le basketteur Yacouba Ouattara attend avec impatience ce nouveau grand rendez-vous. Il s'est confié tout à l'heure à Frédéric Elion. C'est un match pas comme les autres. À chaque rencontre, on sait que c'est devenu un derby, limite. Et il y a une grosse rivalité, que ce soit entre eux et nous. Donc c'est sûr que à chaque fois qu'on joue contre eux, il y a un plus. Toujours l'envie de les battre, même si forcément c'est de la saison régulière pour marquer les esprits. Toujours. C'est très important aussi de montrer que cette année, rien ne sera facile pour eux. Et d'autant plus quand on connaît aussi l'historique qu'il y a entre eux. Et on a toujours eu un peu de mal, notamment en play-off contre eux. Donc ça commence dès maintenant. Et samedi dernier, dans le cadre de la journée mondiale pour les personnes handicapées, destinée à promouvoir leurs droits et leur bien-être, c'est l'ancienne star de NBA, Tony Parker, président aujourd'hui du club de basket de Villeurbanne justement, qui a répondu favorablement à l'invitation du Yacht Club de Monaco, qui organisait une journée baptisée Navicap, dédiée à la découverte de l'handivoile. Journée placée sous le signe du partage. Et puis à l'occasion de la 11e rencontre du handicap de Monaco, la direction de l'action et de l'aide sociale proposait, elle, de son côté, un événement culturel inédit s'inscrivant dans la continuité des efforts conduits ces toutes dernières années en matière de promotion et de prise en compte des personnes déficientes visuelles. Et c'est Monsef Genoux, pianiste de renommée internationale, aveugle de naissance, qui a offert un récital de piano où, une fois encore, la musique a démontré qu'elle possédait un langage universel. Ce samedi avait lieu également sous le chapiteau de Fontvieille la grande kermesse œcuménique, la 52e du nom, avec un marché aux puces ou encore l'achat de livres, de bijoux d'antiquité, de prêt-à-porter et de jouets de circonstance au profit de nombreuses œuvres de Monaco comme celle de l'église Saint-Charles jusqu'à celle de la paroisse grecque orthodoxe en passant par l'église réformée de Monaco. Que penser du créationnisme? L'apparition de l'homme est-elle scientifique ou s'appuie-t-elle sur des saintes écritures? L'historien des sciences et théologien Jacques Arnoux est ce soir notre invité sur Monaco Info, avant sa conférence demain 20h à l'Agora
de la Maison diocésaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Après bien des recherches, vous optez pour une réponse plutôt scientifique ou vous revenez à la volonté divine? Ça dépend dans quel domaine vous vous situez. Ce sont effectivement deux domaines que la science et la foi, deux domaines qui sont distincts, même s'il s'agit de les faire dialoguer. Mais soit vous choisissez le domaine scientifique et là, vous connaissez les résultats, mais surtout vous connaissez le fait que, comme le disait notre écrivain national Victor Hugo, la science n'approche la vérité que comme une asymptote, c'est-à-dire qu'elle ne touche jamais la vérité. En revanche, si vous vous situez dans le domaine de la foi, là, en tant que croyant, vous êtes toujours interrogé. Crois-tu ou pas? Et là, il ne s'agit pas seulement d'une question de vérité à approcher, il s'agit d'un engagement personnel. Donc vraiment deux domaines différents, mais qui sont effectivement interrogés par la même question, qu'est-ce que l'homme et d'où vient l'homme? Justement, est-ce que nos premiers parents étaient Adam et Ève, par exemple? Alors, nous savons depuis longtemps que la Bible, à propos d'Adam et Ève, utilise un régime, je dirais, littéraire très courant, qui est celui du mythe. Il s'agit de raconter une histoire, non pas qu'elle soit vraie, mais le message, lui, par contre, est très important. Et en évoquant nos parents Adam et Ève, c'est déjà le fait de dire que tous les humains, tous ceux qu'autour de nous décidons de doter du titre d'humain, ont de mêmes parents. C'est-à-dire qu'ils ont des origines communes. Ça, c'est un message essentiel. D'accord. Et c'est la main de Dieu tout au-dessus, évidemment, pour certains. C'est quoi? C'est Darwin versus Dieu, quelque part? C'est une manière un petit peu schématique de résumer la situation, mais c'est vrai. Nous avons l'image d'un Darwin qui s'oppose à Dieu, alors que l'on voit même dans sa propre vie qu'il était tout à fait respectueux de la religion et qu'il simplement se posait des questions et que ses réponses n'étaient pas celles d'un religieux, d'un croyant. Mais les décennies ont passé depuis Darwin, il y a à la fois des combats qui ont été menés, qui sont encore aujourd'hui menés soit par des croyants, soit par des scientifiques, mais fort heureusement, il y a aussi des tas de domaines dans lesquels croyants et scientifiques se retrouvent pour, une fois encore, se poser éternellement la même question, c'est qu'est-ce que l'humanité et qu'est-ce qu'être humain? Vous avez également écrit, j'adore ce titre parce qu'il résume peut-être tout, Jacques Arnoux, Dieu, le singe et le Big Bang. Oui, évidemment, c'est des images qui nous marquent beaucoup dans nos cultures. Et en même temps, je dis bien nos cultures parce que je dis parfois que le pauvre Darwin n'a pas eu de chance. Il a, sans le vouloir, il a fait du singe l'image même de sa théorie. C'est ça. Dans nos cultures occidentales, le singe a plutôt une connotation négative. On dit gentiment d'un enfant qu'il est malin comme un singe. Ça, c'est le côté, ludique. Mais est malin. Et le malin, nous savons, c'est le diable. Et dans la culture occidentale, le diable peut prendre l'image du singe. Alors que dans d'autres cultures, le singe est au contraire un animal plein de sagesse, plein de science. Et si on dit à ces cultures, l'homme a quelque chose à voir avec un singe, ça paraît plutôt positif. Donc, comme toujours, revoir nos symboles et essayer de voir derrière nos symboles le vrai message. Finalement, la science d'un côté et les écrits, enfin tout ce qui est divin ou les saintes écritures, ça se relie quelque part. Quelque part, il n'y a pas d'affrontement total non plus. Les premiers spécialistes de la Bible, les premiers, ce qu'on appelait les pères de l'Église, ont tout de suite dit, attention, il ne faut pas lire tous les textes de la même manière. Il y a des textes qui sont des prières, très poétiques, très mystiques, d'autres textes qui ressemblent à des histoires, mais qui ne sont pas des rapports historiques. Il faut toujours trouver derrière le texte le message qu'il veut communiquer à travers des formes aussi diverses que, je ne vais pas citer, mais du droit, des lois, parfois des traités théologiques. Mais la question, c'est voilà, le fond du message, que signifie-t-il? Et le créationnisme, on en parlera encore longtemps, vous pensez? Très très longtemps. Peut-être pas avec le nom de créationnisme, mais je comprends très bien que nous tenons tellement à nos origines. Beaucoup parmi nous, quand nous avons été enfants, avons rêvé de descendre d'un prince ou d'une princesse, mais nous ne sommes pas tous de Monaco, donc c'était sans doute plus difficile. Ou, vous connaissez l'expression, sortir de la cuisse de Jupiter. C'est ça. Donc, nous voulons tous avoir des origines hautes, nobles, princières, royales. Et donc, évidemment, quand un Charles Darwin arrive et nous dit, mais regardez, quand vous avez comme cousin sur votre arbre généalogique, c'est pas un prince, c'est un singe. Aujourd'hui, on décortique notre patrimoine génétique et on nous dit, vous partagez le même, justement, toujours les cousins singes, canalisent en même. Il n'y a pratiquement pas de différence. Oui, mais c'est cette petite différence qu'il faut toujours remettre en avant. Et les créationnistes ne doivent pas avoir peur, ou leurs héritiers. C'est que c'est
il faut commencer par voir ce que nous avons en commun pour finir par goûter nos différences et goûter notre diversité. Et c'est pour ça que j'ai aussi confiance dans l'avenir. Travailler sur ces différences, effectivement, mais travailler de concert. Vous avez bien raison, Jacques Arnoux, ce sera donc le fruit de vos recherches qui seront exposées à la maison diocésaine à Monaco demain soir, mardi à 20h. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas en avant-première ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Et dans le cadre d'une série de récitals initiée par Didier de Cotigny, délégué artistique de l'Opéra de Monte-Carlo, le pianiste Arkady Volodos a interprété hier des œuvres de Scriabine et de Montpaul à l'auditorium Régnier 3. José Sacré était sur place. Né à Saint-Pétersbourg, Arkady Volodos, l'un des plus talentueux pianistes d'aujourd'hui, a fait ses études à Paris et en Espagne où, confronté à la culture catalane, il a découvert des pianistes et compositeurs magnifiques tels Alicia de la Rocha et Federico Mompau, dont la musique l'a bouleversé. Mompau est un compositeur qui a été extrêmement, disons, admiratif de la musique de Debussy et qui s'est situé exactement dans la même lignée que Debussy et qui a fait des choses vraiment se basant de temps en temps sur de la musique, disons, parce que comme tous les compositeurs espagnols, il se réfère pas mal à la musique folklorique de son pays, qui a toujours été une base d'inspiration, mais je crois que aussi ce qu'il a appris de Debussy, il l'a aussi vraiment développé à sa propre manière et est devenu un miniaturiste, en particulier pour le piano, exceptionnel, et donc avec un opus pour piano seul absolument énorme, de pièces absolument tout aussi poétiques et belles. Prochain récital de piano à l'auditorium Régnier 3 le 17 décembre, Piotr Andrzejewski interprétera des œuvres de Bach, Webern et Beethoven. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Eh bien, le ciel risque d'être couvert par moments, même si le soleil pourrait faire quelques apparitions. Les températures resteront de saison, elles iront de 7 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 7h47 et se couchera à 16h55 et nous fêterons les Bertilles. Et n'oubliez pas, comme chaque année, de soutenir l'opération Nez Rouge, en principauté chère à l'association des enfants de Francky qui soutient les tout jeunes monégasques et enfants de la région malades, handicapés ou défavorisés. Vous achetez ça tout simplement. C'est le shopping bag qui va bien pour vous, pour vos courses, au bureau de poste, en pharmacie ou au centre commercial Carrefour et autres commerces partenaires de l'événement. Ne jamais manquer de faire une belle action. Et comme le veut la tradition, on termine avec les instantanés du jour et la commémoration de la Sainte Barbe en l'église Saint-Nicolas. Les photos sont signées Michael Allez-y. On se retrouve demain pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.